utilise, et la graphie de Boissier de Sauvage, qui est tout à fait particulière. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il copie Boissier de Sauvage. Mais il nous donne une information supplémentaire, il nous parle de cette fameuse lettre donc, que Rohan aurait écrit à Henri de Bourbon, évoquant ce type de monnayage. Donc, il reprend l'erreur Nîmes 1622, et lui mentionne Anduze comme possibilité de lieu d'émission. Alors, le fait-il parce que c'est un Andusien qui a envie de valoriser sa cité? Le fait-il parce qu'il y a, ce qu'il note par ailleurs, une tradition orale qui dit qu'il y avait à l'époque de Rohan un atelier de fabrication à Anduze? Je ne sais, mais il a cette mention. Enfin, troisième texte qui est intéressant et que l'on trouve dans le Charles d'Aigrefeuille, dans l'histoire de Montpellier. Charles d'Aigrefeuille cite une lettre du prince Henri de Bourbon, cette fois-ci adressée au duc de Rohan, 1er novembre 1628, dans laquelle il lui écrit « Contentez-vous d'avoir ajouté à toutes ces rébellions passées 3 crimes notables. Le premier, d'avoir vous seul appelé l'étranger dans le royaume et de vous en être vanté par écrit. Le second, d'avoir créé des officiers de justice. Le troisième, d'avoir fait battre monnaie aux armes royales et dues au roi seul. » Donc, la lettre dont parle Paulet, à mon avis, c'est celle-là. Il s'est trompé, parce qu'il le cite presque textuellement, il s'est trompé de destinataire et de celui qui l'écrit. Il inverse les rôles, mais vraisemblablement, c'est de cette lettre qu'il s'agit. Et Bourbon dit très justement et très très bien qu'il frappe monnaie, comme on vous l'a dit, à la titulature royale, au coin du roi. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, lorsque Paulet extrapole à partir de la lettre disant il bat monnaie à la titulature royale, au coin du roi, mais aussi au coin du roi, eh bien là, je pense qu'il y a effectivement une confusion, une erreur, et que Rohan n'a jamais frappé de monnaie en dehors du coin du roi, et ce pour des raisons que l'on va voir qui sont tout à fait évidentes. En effet, Rohan appartenait à une des plus grandes familles de France, et il n'a pas frappé de monnaie à son effigie, mais à celle du roi, contrairement à ce que Paulet dit, car il s'agissait alors d'un crime de lèse-majesté, puni de la peine capitale, quelquefois même plus anciennement, dans des conditions un peu difficiles, donc un crime de la peine capitale. Et, je vous l'ai dit, Rohan avait balancé toujours entre la fidélité envers la couronne et celle envers le culte réformé, et même s'il a balancé pour le culte, il respectait trop. Il appartenait à un rang tel, hein, c'est un petit cousin d'Henri IV, il est petit-fils arrière-petit-fils de roi. Bon, il donc respectait trop le droit de son temps pour se permettre de faire de la fausse monnaie au sens strict du terme. Donc, son faux monnayage était ainsi pénalement atténué. Effectivement, toutes ces monnaies ont été décriées, comme on nous a dit, mais d'un point de vue pénal, c'était atténué. D'ailleurs, il a été amnistié chaque fois, et même vous avez vu l'indemnité qu'il a touchée à la fin de course, montre ça. Alors, je voudrais aussi signaler et insister, pour qu'on ne se fasse pas trop piéger, sur les faux. Je fais une petite incursion là, au niveau de ces faux monnayages qui ont été faits par des spécialistes de la question sur du cuivre, souvent sur des doubles tournois. Vous en verrez qui sont comme des monnaies de réformation, où on voit transparaître
sous la frappe du douzain, quelques éléments du double tournoi. Et c'est sûr que c'était rentable. D'une monnaie valant 2 deniers, on passait à une qui en vaut 12. Donc l'opération était tout à fait intéressante. Mais alors ce sont des titulatures extrêmement fantaisistes, avec des lettres à l'envers, dans tous les sens, le N ou le tourné n'importe comment, enfin, et même qui n'ont pas de sens. On ne retrouve plus Ludovicus, mais n'importe quoi, enfin, on en trouve de toutes sortes, avec, comme on le disait, un cantonnement très particulier. Quelquefois, il y a 2 couronnes et 2 lis, mais qui ne respectent pas les bons cantonnements, enfin, etc., etc. Il y en a, on en trouve une très très grande quantité. Moi, je ne peux pas amener de photos parce que ce n'était pas l'objet de mon propos, mais on en trouve des quantités, et donc il faut faire un tout petit peu attention. Donc, je reviens à quelques monnaies, et commençant par celle de la Première Guerre, 1621-1622. Donc, puisqu'il n'y en avait pas eu qui ont été présentées tout à l'heure, je vous en présente une. Donc, elle est de, vous le voyez au revers, 1622. La titulature du droit commence en haut, après une croisette, comme il se doit. On remarque la lettre de l'atelier N, qui n'est pas avec zerbe, comme on a vu tout à l'heure, mais qui est, comme celle de Montauban, juste sous l'écu. On remarque aussi 2 différents. Entre Na et Rex, on a un annelé pointé. Voilà, ici, là, on a un annelé pointé. Et puis, juste après le millésime, on a une espèce de croissant à gauche, donc, qui est vraisemblablement indifférent. Donc ça, c'est la première guerre, Montpellier, 1622. Bien que l'atelier monétaire officiel, on l'a dit, fut fermé donc en 1610 et rouvert qu'en 1635 et 36. Et à sa fermeture d'ailleurs, il ne frappait plus de 12 heures, d'après Bruno Collin, donc cette monnaie de Lyon, qui était d'un poids relativement important à la fermeture. On a arrêté, on a cessé par lettre patente le 31 mars 1596 la frappe des 12 heures, qui pesait à ce moment-là 2,39 g, donc qui était extrêmement poids officiel. 2,39 g, donc en millions à 240 milliers d'argent. Donc l'atelier est enfermé, c'est cet atelier vraisemblablement qui est quand même repris, utilisé pour cette frappe première. Voilà, je ne voulais pas revenir sur les monnaies d'or. Collin donne quelques éléments intéressants sur la frappe des monnaies d'or et les procédures qui vont intervenir dans un certain nombre de personnes qui vont être inquiétées pour avoir fabriqué ces monnaies, mais finalement, les monnaies sont décriées, mais les gens ne sont, semble-t-il, pas trop inquiétés quand même, puisqu'il y a amnestie comme M. Schmitt ne l'aime. On va passer à la suite, c'est la photo numéro 5, s'il vous plaît. Vous passez la photo numéro 5. Ah, c'est celle-là? Oui. Voilà. Donc là, on a une monnaie de 1628 avec la lettre d'atelier N, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Ça fait partie de ces monnaies que l'on a vues tout à l'heure. Donc, que les numismates situent à Nîmes. Et donc, depuis très très longue tradition. Mais il faut quand même ajouter, dire, que, comme vous l'avez précisé, que l'on n'a pas de texte, ni d'émission, ni de quantité, ni de lieu, ni ce sont des suppositions qui paraissent très logiques, puisque Nîmes, effectivement, vu de Paris, est une grande ville occupée par Rouen, et donc on imagine que c'est peut-être plus facile de faire des monnaies là qu'ailleurs. Sauf que, je dis ça voilà, entre parenthèses, c'est cette Anduse qui est la base